Tout le travail qu'on a fait sur Pierre et Vacances ces 5 dernières années, il est axé là-dessus, du bon sens et de l'observation client. Et c'est en travaillant ces irritants-là, en travaillant à partir de ce que disent les clients, qu'on a réussi un retournement de boîte. C'est une marque qui a eu donc de grosses difficultés, dont les difficultés sont apparues au moment du Covid, et qui 5 ans après a complètement réussi sa transformation sur un leitmotiv qui est la transformation par le client. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Icebreaker. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Jérémy. C'est avec un grand plaisir que je te reçois. Donc toi, tu es CMO de Pierre et Vacances. Absolument. Et voilà, on a 1 heure, on va parler de différents sujets hyper intéressants, à la fois sur le secteur du tourisme, sur les dispositifs marketing que vous déployez, sur la place de l'IA et surtout finalement sur ta vision marketing. Et donc sans plus tarder, je te laisse la parole. On va commencer avec la première séquence, qui est un peu la séquence historique chez nous, qu'on appelle Two Shoes, où tu as 45 secondes pour nous présenter qui tu es et ce que tu fais. Gros challenge pour moi. Donc moi, je suis Stéphanie Gignès, je suis directrice du marketing et du e-commerce pour Pierre et Vacances. Je fais ça depuis 5 ans et avant, j'ai un parcours hybride, agence et annonceur, autour quand même d'un fil rouge qui est le client. La data, l'activation d'insights clients pour générer de la valeur. Et je dirais que j'ai 2 grands axes, 2 grands repères. Le premier, c'est que je l'ai toujours fait sur des marques fortes, B2C. J'ai travaillé pour le programme de feed Sephora, pour tout le programme d'acquisition et de rétention du groupe Canal+, pour Oui SNCF. J'ai une certaine expérience, mais toujours sur des marques fortes en B2C. Et le deuxième, c'est que j'ai toujours travaillé dans des contextes de transformation, la distribution, le client, la data, le digital. Voilà. Ok, on va revenir dans le détail sur ton parcours. Peut-être pour qu'on te connaisse un peu plus sur la partie perso ou perso-pro, on passe à la deuxième séquence qui est la séquence Icebreaker. Je t'ai demandé en amont, en préparation de l'épisode, de réfléchir à nous partager 2 vérités et un mensonge. Et ce sera à moi effectivement de trouver finalement le mensonge parmi ces 3-là. Donc je te laisse nous les partager. Ok. Donc, j'ai un fil rouge, c'est le client. Donc, je suis très adepte de l'observation des parcours clients. Donc, je vais t'en donner 3 expériences dans ma vie pro. La première, c'est Canal+. Donc, au moment où Netflix allait arriver en France, j'ai accédé à un abonnement Netflix version US en version pirate pour comprendre comment ça fonctionnait par rapport à un parcours client d'un abonné Canal. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que quand je suis rentrée dans le groupe pour me faire une idée de ce qu'était l'expérience Center Parcs, qui était la marque sur laquelle je travaillais, j'ai passé, je pense, des heures entières, peut-être même voire une dizaine d'heures, dans les piscines, à regarder ce qui se passe à la sortie d'un toboggan, quels sont les regards que les gens échangent. En client mystère, un peu, c'est ça ? Ouais, plus que pas client mystère, vraiment d'être en observation dans l'eau, à regarder vraiment ce qui se crée comme lien entre les clients. Et le troisième, c'est une autre expérience pour un client qui était les entrepôts métro Cash & Carry. Et là, en observation client, je suis allée décharger des carcasses de viande à 4h30 du matin sur les parkings du métro du Mans. Ok, bon, je vais prendre mes petits buzzers. La tâche s'annonce rude. Honnêtement, la dernière anecdote, ça j'y crois assez. On se connaît un peu, je te vois bien effectivement décharger un camion. Donc ça, je dis que c'est ok. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Je te le dis maintenant ? Allez, ouais, je veux bien. Alors, en fait, c'était le piège. Non, c'est pas OK. Mince. Parce que je les ai pas déchargés, les carcasses. Mais D'accord. en revanche, j'étais bien tu à 4h30. Tu étais présente au Mans à 4h30. C'est un cauchemar. Avec un sans-manche, comme ça. Surtout que je sortais d'une expérience sur Sephora et donc j'ai enchaîné avec Métro Cash & Carry. C'était pas la même ambiance. Mais ça m'a permis de comprendre, et notamment ce truc essentiel dans l'expérience client. Là, qui pour le coup, c'est ma seule expérience B2B d'ailleurs, avec les restaurateurs et les... Enfin, c'était surtout les restaurateurs. C'est tout ce sujet de la chaîne du froid qui, en termes de logistique, est une prouesse pour un acteur comme Métro Cash & Carry. Et en fait, c'était génial. Voilà. Mais c'est un peu ce qui fait le sel de nos métiers. C'est-à-dire que de passer effectivement d'un environnement peut-être un peu premium à Sephora ou d'autres à un mois après ou X temps après, effectivement, de changer de tout. En tout cas, moi, ce que je note, c'est que tu as parlé du client. Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu une de tes caractéristiques. C'est-à-dire que tu as... Dans les directions marketing, moi je trouve il y a des CMO qui théorisent ou fantasment le client dans des Excel, dans des slides, etc., mais qui ne parlent jamais au client. Toi, de ce que je comprends, c'est que c'est pas ton cas, tu as plutôt une approche empirique du terrain et pas hésiter à aller frotter le client. Je pense que c'est une très bonne approche, effectivement.
Bah, merci, mais c'est surtout lié à mon parcours. Moi, je ne viens ni du marketing ni du e-commerce. Et aujourd'hui, je suis directrice du marketing et du e-commerce. Donc, en fait, ce qui fait mon parcours, c'est à la fois sans doute une affinité, mais aussi un peu parfois le hasard. Hein. C'est aussi ça, les parcours pro. Mais c'est vraiment cette histoire du client. Et en fait, c'est vrai que les environnements dans lesquels j'ai travaillé, les équipes aussi, enfin, tous les managers que j'ai eus avaient cette culture de l'observation client, du parcours client, du détail. Comment faire parler comment faire parler une data, c'est-à-dire en fait un chiffre c'est sympa et c'est super et ça peut aller dans un slide, mais qu'est-ce que ça cache comme réalité, tu vois. Et si je reprends l'exemple de Center Parcs, tu as un taux de retour qui est super haut, un attachement à la marque qui est dingue. Pour le comprendre, il faut vraiment avoir passé des heures dans la piscine. Et d'ailleurs, c'est la DG de l'époque, Vanessa Diriart, qui avait cette culture-là aussi. À regarder le regard qu'échangent un papa et son fils à la sortie d'un concours de toboggan. Tu comprends ce qui fait la valeur de ce séjour au-delà de les mètres carrés de l'appart, la température de l'eau, etc. C'est vraiment un endroit où tu construis des souvenirs communs. Et il faut l'avoir vu pour le comprendre. Donc, en tout cas, ça m'aide beaucoup aujourd'hui chez Pierre et Vacances, qui n'est pas une marque facile à comprendre non plus et qui est aussi une marque porteuse d'expérience. Comme beaucoup de marques du tourisme, d'ailleurs, une marque qui se construit dans ces moments-là. Donc oui, ça m'aide, ça m'aide beaucoup, oui. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe qui est assez savoureux et qui est un peu triste, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé du client. Il y a beaucoup de marques qui sont customer-centric, etc. En tout cas, elles se positionnent comme ça. Mais à l'inverse, j'ai le sentiment que le marketing, on parle de moins en moins au client, en tout cas en direct. C'est-à-dire qu'on a plein d'indicateurs pour mesurer la parole du client, mais en interaction réelle, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Moi, j'avais un ancien patron, il avait une phrase, moi j'ai toujours trouvé assez savoureuse, qui disait je préfère échanger avec un client ou un avis client direct versus tous les rapports que peut pondre McKinsey et compagnie sur comment gérer la boîte, etc. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire que effectivement, comme tu le dis, le fait de vivre l'expérience, de sourcer une parole en direct, ça a beaucoup de valeur pour nos directions marketing. Et j'ai le sentiment que c'est des choses qu'on est de moins en moins prêt à faire parce que c'est quelque chose, par exemple, qui n'est pas scalable. Si tu dois échanger avec un client, ça doit te prendre 30 minutes, 1 heure, et c'est pas quelque chose que tu peux automatiser. C'est quelque chose qui a même peut-être un coût symbolique, parce que tu es en face d'une réalité où des fois tu vas avoir des feedbacks qui vont pas être forcément positifs, et est-ce que tu es prêt à les encaisser, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est dommage qu'on perde un peu ce réflexe-là. C'est pas scalable, mais justement, je pense que ça vient. C'est intéressant parce que, en fait, cette anecdote-là que tu as déjà racontée dans un article, je l'ai copié-collé dans le fil Teams du Codir en disant ça nous ressemble tellement. C'est-à-dire que je pense que. Et nous, c'est la culture qu'il y a chez Pierre et Vacances qui est très forte. Donc, moi, j'ai quand même le sentiment que ça existe dans pas mal de boîtes. Je pense que cette observation, elle est certes pas scalable. Tu peux pas passer 100% de ton temps à regarder les clients. En revanche, je pense qu'elle est hyper intéressante quand elle est combinée avec de la data rationnelle. Mais c'est vrai que ça nécessite une posture intellectuelle qui est moins confortable que de rester dans la data rationnelle. C'est-à-dire que le chiffre, il est super confort, en fait, parce qu'il te permet d'avoir des certitudes. Enfin, en tout cas, il te permettait d'avoir des certitudes. On en reparlera, je pense que c'est un peu moins vrai. Mais il faut accepter que l'observation client, c'est peut-être pas la totalité des clients, mais que s'il y a une vérité client, il y a de grandes chances pour que cette vérité-là, elle concerne plein d'autres clients. Et quand elle vient rencontrer la data, elle prend du sens. Et nous, tout le travail qu'on a fait, on va en reparler, mais tout le travail qu'on a fait sur Pierre et Vacances ces 5 dernières années, il est axé là-dessus. C'est du bon sens et de l'observation client. Et c'est en travaillant ces irritants-là, en travaillant à partir de ce que disent les clients, qu'on a réussi un retournement de boîte. Enfin, on en reparlera, mais en tout cas, on a des résultats tout à fait probants aujourd'hui avec cette méthode-là. Ouais, parce que c'est important, moi, je trouve, je continue là-dessus, puis après on passera à un autre sujet, mais ce que te dit pas ton dashboard ou ta data, c'est qu'il y a tout le méta-contexte, le méta-discours, il y a tous les interstices, effectivement, et que ça, que tu peux n'avoir que quand tu as sourcé la parole en direct. Attends, rebond là-dessus, parce que ça, j'adore. En fait, dans le tourisme, moi, j'ai donc la charge également du digital et du web, qui est une grosse part de notre chiffre d'affaires. Et donc, on a toujours ce fantasme de se dire qu'est-ce qui va prédire la conversion, qu'est-ce que je peux faire pour accélérer la conversion. Ce qu'on ne voit évidemment jamais dans les chiffres, c'est qu'on va avoir une mère de famille devant son ordinateur et derrière, il y a 3 gamins qui donnent leur avis. Et ça, tu ne le captes pas dans un parcours Google, quoi. Donc,
c'est en rebond à ce que tu viens de dire, mais je suis assez d'accord que les deux, à la fin, c'est la rencontre des deux qui font une vérité, je sais pas, mais en tout cas un socle de décision qui, à mon avis, est plus sécurisant que de la data seule ou de l'observation seule. Ouais. Peut-être qu'on peut revenir à ton parcours que tu as commencé à nous présenter, Stéphanie. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans ton parcours, tu as dit, tu viens du monde des agences, tu as travaillé plusieurs années, et comme tu disais, aujourd'hui, tu es CMO, mais tu n'étais pas en charge du marketing forcément. Donc, peut-être nous rappeler un peu ce que tu as fait en agence, et surtout, qu'est-ce que ça t'a apporté pour ton poste actuel ? En fait, quand je suis rentrée, donc ça fait 5 ans que je suis sur ce poste-là, mais je suis dans le groupe depuis 11 ans, où je suis rentrée comme directrice du CRM, de la data, et puis après du e-merchandising, donc toute la partie chiffre d'affaires des sites web. À l'époque, pour Center Parcs et pour Pierre et Vacances, l'organisation était différente, bon, peu importe. Le premier, vraiment, je pense que ce qu'on apprend en agence, on l'apprend sans vraiment l'apprendre, mais on l'intègre, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que ton temps, il est vendu. Donc, il y a forcément une notion d'efficacité entre est-ce que je suis bien vendu sur ce que je suis en train de faire ? Est-ce que je peux le faire plus vite que ce que j'avais imaginé pour être plus rentable ? Est-ce que le nombre de personnes dans la pièce est cohérent par rapport à ce qu'on a vendu ? Tu ne te dis pas ça rationnellement tous les jours. Ouais. Mais je me suis rendu compte en arrivant chez l'annonceur que ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même rapport au temps. Et donc, ce ne sont pas les mêmes critères de l'efficacité. Les deux, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre, mais en tout cas, ça, c'est une très grande force, je pense, chez moi, issue de mon parcours agence, c'est le rapport au temps et à la priorisation. Voilà. La deuxième chose que m'a apporté le parcours en agence, c'est de visiter énormément de problématiques, aussi bien de l'acquisition que de la fidélisation, aussi bien dans le retail que dans la vente. Alors, moi, j'ai toujours travaillé pour des gens qui maîtrisaient quand même leur modèle de vente. Donc, ça, c'est quand même... Mais voilà, entre les ventes d'un voyage SNCF à l'époque ou d'un Sephora, le point commun, c'est que la data t'appartient. Donc, tu peux travailler à partir de ça. Et donc, cette vision de la data égale un client, ça m'a beaucoup aidé dans le groupe, parce que je suis arrivée au moment où il y avait déjà un retournement vers la volonté, en fait, de transformer la boîte par le client. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que dans mon parcours, il y a ce que m'a apporté l'agence, c'est un certain mindset, une façon de gérer mon temps. Et le deuxième, c'est la variété des problématiques et des secteurs qui te permet aussi d'aller chercher du benchmark immédiat dans des choses qui sont plus loin du tourisme, quoi. Et ce que j'ai appris chez l'annonceur, c'est vraiment la capacité à exécuter intelligemment. En agence, on a toujours le sentiment que c'est relativement facile, je le dis avec des guillemets, mais de changer. Et puis, la réalité du changement, elle est dans les process, dans les outils, dans les équipes, les priorités, la réalité des ventes, voilà. Et donc, en tout cas, aujourd'hui, je suis très heureuse avec la synthèse de ces deux parcours. Ouais, moi, j'ai prêché un peu pour ma paroisse parce que j'ai fait un peu comme toi. Toi, t'as fait l'inverse, toi. J'ai fait l'inverse. Moi, j'ai fait agence, annonceur, et je suis revenu en agence. Mais je suis assez d'accord que c'est bien d'avoir un peu les deux faces de la pièce pour comprendre un peu pourquoi les contingences de l'autre ne coïncident pas avec les tiennes et pourquoi des fois ça va pas aussi vite ou aussi bien que tu le voudrais. Moi, je pense qu'il y a aussi deux qualités aussi d'être passé par l'agence. La première, c'est qu'on a, je trouve en agence, il y a un ADN à l'évolution assez rapide. C'est-à-dire qu'on est face à un marché, on doit s'adapter assez rapidement. Et je trouve que les profils, en moyenne, ils ont effectivement cette capacité à vivre des fois dans l'inconfort, qui est peut-être plus grande que ce qu'on peut avoir chez un annonceur. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en ai. C'est aussi la valeur que tu vends à ton client. Ouais, cette capacité à avancer plus vite que le marché, entre guillemets. Exactement. Si tu n'as pas un coup d'avance, effectivement, tu prends le risque d'être moins pertinent. Et je trouve le quatrième élément qui est aussi intéressant, c'est on est un peu à l'os en agence. C'est-à-dire qu'on n'a pas des ressources illimitées parce que c'est la structure. Et donc, ça oblige à être peut-être un poil plus inventif ou avoir un peu un esprit à cœur, entre guillemets, pour pas grand-chose, d'essayer d'en générer de la valeur. Et ça, je trouve, pareil, on le voit peut-être moins chez certains annonceurs où effectivement, les
les budgets, les équipes sont peut-être plus importantes, les budgets également. Donc voilà, il y a peut-être un esprit un peu corsaire, entre guillemets, qui dans certaines agences, je trouve, c'est super marrant que tu dis ça, j'avais jamais réalisé, mais les dernières années, là, chez Pierre et Vacances, où on a connu quelques difficultés quand même économiques, et qu'on a redressé avec très peu de moyens, ça m'a sans doute beaucoup servi, parce qu'on est à l'os, nous, ça nous est vraiment bien arrivé, ça. Donc, intéressant. Ça marche. Et donc, tu disais, effectivement, toi, tu viens de la partie CRM ou CRM marketing, c'est ça, ou programme de feed en réalité. Pour des belles marques, est-ce que tu as peut-être une anecdote ou deux, ou peut-être un use case que tu pourrais nous partager sur un projet que tu as mené et qui a été une réussite? Moi, franchement, dans mon parcours, le programme le plus instructif, c'est celui de Sephora. Parce qu'en fait, j'ai travaillé, alors bon, j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai eu cette immense chance d'assister vraiment à la jeunesse du programme et à son lancement en interne. Et pour moi, le programme Sephora, ça reposait sur deux fondamentaux qui, depuis, ont démontré que c'est ça qui fait la réussite d'un programme, surtout dans le retail. C'est l'IT était vraiment... La data et l'IT autour de la data ont été paramétrés pour ce programme, donc pour servir des objectifs marketing. Et ça change tout. Voilà. Et le deuxième, c'est que le programme a été pensé dès le départ avec un volet opérationnel de traduction en magasin. Voilà. Et donc, c'était canon de faire ça. Et puis, en plus, ce programme, il a été lancé au moment où il y avait en parallèle un travail de fond sur le retournement de la marque Sephora. Bon, là, vraiment, il n'y a que les plus vieux d'entre nous qui peuvent s'en souvenir. Mais à l'époque, le programme, il a été lancé, je pense, en 2003, si je me souviens bien. Et la grande marque de parfumerie à l'époque, c'était Marionneau. Et Sephora, c'était un peu ringard. Et donc, j'ai aussi assisté en parallèle, même si ça ne concernait pas directement le programme de feed, mais j'étais dans des réunions et puis j'ai eu cette chance d'interagir avec des gens qui bossaient là-dessus, sur comment tu transformes du sol au plafond une marque pour en faire un vrai leader de son secteur, quoi. Donc, c'est sans doute le cas le plus formateur de tout mon parcours et qui me sert encore aujourd'hui. Tu as pu appliquer les bonnes recettes que tu as apprises, par exemple, chez Pierre et Vacances, notamment sur le programme de feed, parce que c'est pas le même produit, par définition. Par exemple, pour moi, le premier learning à mettre en place dans une marque comme Pierre et Vacances, dans l'histoire qu'on a eue jusqu'à présent, c'était de ne surtout pas faire de programme de feed. Okay. Tu vois, parce qu'on a peu de ressources, on avait peu de ressources, on avait un stock contraint, une croissance, un stock qui stagnait. Donc, je ne vais certainement pas distribuer du discount sur des clients qui reviennent naturellement. Et on a cette chance d'avoir un très bon taux de fidélité chez Pierre et Vacances. Donc, pourquoi je dis ça de façon un peu provocante, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, mais à quoi ça sert, ça ? C'est-à-dire que, oui, évidemment que fidéliser les clients, c'est le Graal, tout le monde veut ça. Mais ce qui fait la fidélité à une marque, ce n'est pas le programme de feed. C'est l'expérience. Ce qui fait qu'on revient chez Sephora, c'est parce qu'on y a une bonne expérience en magasin, qu'on y trouve les produits, que le conseil est à la hauteur. Donc, qu'est-ce qui fait que je reviens chez Pierre et Vacances ? C'est que j'y ai passé des bonnes vacances. C'est pas parce que j'ai une réduction que je reviens. La réduction, elle vient accélérer un retour. Donc ça, c'est très vrai sur une marque qui travaille sur un stock quasi constant. Là, l'histoire qu'on s'apprête à écrire pour les 5 prochaines années, elle est complètement différente. C'est une histoire de croissance. Et donc, dans ce contexte où tu as donc forcément plus de recrutement à aller chercher, le rôle de la feed pour un retour plus accéléré, il se regarde différemment, tu vois. Donc, je te réponds de façon un peu provocante, mais voilà, ce que j'ai tiré de cet enseignement, c'est de ne pas faire de programme de feed pour n'importe quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, donc tu as passé, on l'a dit, plusieurs années en agence, dans différentes agences, etc., puis des grosses agences. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu dis, tiens, je vais franchir le Rubicon, puis je vais aller chez Annonceur, chez Pierre et Vacances? Ça, c'était très, très clair dans ma motivation. C'était deux. C'était arriver plus tôt, deux, partir plus tard. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours travaillé longtemps pour mes clients. Je crois que le temps d'accompagnement le plus court, c'est 3 ans. Donc, 3 ans, tu as quand même le temps de rentrer dans la problématique du client avec lequel tu travailles. Et donc, je trouvais ça frustrant de ne pas être partie prenante dans la rédaction des briefs, dans les décisions, voilà, et surtout de ne pas porter les résultats. C'est-à-dire que ça me motivait. Et donc, assez naturellement, je me suis dit... il y avait ça, puis après, le dernier truc aussi, c'est que quand tu grandis et que tu évolues en agence, il y a un moment, tu t'occupes quand même plus de l'agence que de tes clients. Et je voyais bien que j'y prenais quand même beaucoup moins de plaisir qu'à bosser sur les problématiques des clients. Donc, assez naturellement, je me suis tournée vers l'annonceur. Et
Et comme j'avais quand même pas mal de réseaux et pas mal d'anciens clients, c'est comme ça qu'en fait je suis rentrée dans le groupe, parce que la patronne de Center Parcs de l'époque Vanessa était mon ancienne cliente chez Bellambra, pour qui j'avais bossé 3 ou 4 ans, quoi. Ok. Et donc là, tu l'as dit, hein, donc ça fait 11 ans que tu es dans le groupe, tu as évolué, hein, tu étais côté CRM, et puis là, tu es parti fonction codir, tu t'occupais de tout le marketing et l'expérience client au sens large. Donc tu es arrivé avant l'époque du Covid, c'est ça? On a parlé rapidement hors micro. En 2 mots, comment vous l'avez vécu et comment vous êtes redressé? J'ai pris mon poste en plein Covid, donc là c'était quand même sport, hein. C'est-à-dire que il y a donc une réorganisation du groupe qui fait que donc j'ai pris ces fonctions, et puis je devais les prendre un peu plus tard, sauf que le Covid a tout accéléré pour tout le monde, et donc j'aime bien dire que donc j'ai pris ce poste avec une problématique assez particulière, hein, puisque on n'accueillait pas de clients. Et on ne faisait pas de vente. Donc, c'est sûr que c'était un peu particulier. Et tu t'as douté à ce moment-là, de ce que tu t'es pas dit? Est-ce que j'ai fait le bon choix, vraiment? Non, en fait, je me suis pas dit ça, parce qu'il y a une énergie. Nous, le Covid, au niveau du groupe, et en particulier chez Pierre et Vacances, enfin, je dis en particulier parce que c'est ce que j'ai vécu, mais je pense que c'est assurément vrai pour les autres marques. C'est une période, en fait, qui reste, je pense que tu interroges tout le monde chez nous, ça reste au final un bon souvenir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait une urgence à agir, que toute la boîte était sur une seule et même problématique en même temps, et puis qu'il y avait l'envie... Enfin, ça nous a montré à quel point aussi les vacances, sortir de chez soi, respirer du grand air, enfin des trucs qui paraissaient complètement acquis et normaux, étaient essentiels dans la vie des gens. Donc en fait, tu te rends compte que la mission sur laquelle tu travailles, fondamentale, faire partir les gens en vacances, elle est essentielle à la société, dans un moment où justement on te disait ce n'est pas essentiel. Donc c'est plutôt un bon souvenir, assez sport quand même, hein. Je ne dis pas que je le referai, parce qu'en plus, comme on avait 0 de chiffre d'affaires, il y avait beaucoup de chômage partiel. Ouais. Et donc les équipes étaient à l'arrêt quasiment. Donc il fallait beaucoup compenser. Mais oui, ça a été instructif. Et moi, je pense que... parce que donc pour remettre un peu d'histoire, Pierre et Vacances, le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, à ce moment-là, c'est un groupe qui est très endetté. On passe à 0 € de chiffre d'affaires comme tous les acteurs du tourisme. Donc, ça a montré encore plus fortement la fragilité du groupe. Et en fait, je pense que donc, ça a accéléré, puisque au final, ça aboutit à une restructuration financière. Donc, le fondateur, qui est Gérard Brémond, a quitté le groupe et l'a revendu, pas cher, parce qu'il ne valait plus grand-chose à ce moment-là, à un consortium d'actionnaires. Donc, nouvelle histoire. Mais finalement, le fait d'être à 0 de chiffre d'affaires, d'avoir toutes ces difficultés, je pense que ça a accéléré un peu notre déclin, si je peux le dire comme ça. Ça nous a permis de remonter vraiment beaucoup plus vite, à un moment où la France entière, et l'Europe, parce que ce n'est pas que en France, avait tellement besoin de vacances. Donc c'est une expérience utile. Ça a peut-être accéléré un changement qui devait se faire dans le groupe, finalement. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Là, effectivement, au pied du mur, Oui, ça a accéléré, et ça a permis... donc ça a accéléré, et ça a permis de remonter beaucoup plus vite que ce qu'on aurait sans doute fait sans ce contexte. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, évidemment, mais c'est le sentiment que j'ai. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je me retrouve un peu dans tes propos. Là, en ce moment, avec l'IA, notamment dans le monde des agences, mais toi aussi peut-être dans ta réalité, c'est-à-dire qu'on vit un moment un peu d'inconfort global, où on peut le dire comme ça. Il y a beaucoup de choses qui changent, etc. Et moi, je dis souvent, mais je le pense réellement, moi, j'aime bien ces moments d'inconfort, parce que tu es face à toi-même, entre guillemets, tu es face à ta vérité, et c'est des moments qui sont à la fois durs, parce que ça prend de la bande passante, de l'énergie, etc. Mais je trouve que c'est des moments c'est là où tu apprends le plus, c'est là où chaque choix... c'est des choix qui ont un impact négatif ou positif, mais je trouve on joue vraiment là, et ça c'est intéressant. Et donc moi c'est là où je me retrouve. Je me dis cette période-là, elle est certes dure, mais ça nous permet effectivement soit de grandir, soit de mourir, entre guillemets. Alors on fait tout pour grandir, etc. Mais moi en tout cas je trouve qu'il faut, des fois on est peut-être un poil alarmiste sur ce qu'on a connu, sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Les grands changements génèrent de l'inconfort. Voilà. Et de la créativité, et aussi un peu du n'importe quoi à certains endroits. Et ça oblige d'être un peu radical dans les décisions, à raccourcir, à enlever tout le brouillard, tout ce qui parasite, etc. Des choses qu'on aurait dû faire en temps de croissance normale, etc. Et que on fait à ce moment-là, et c'est bien, quoi. C'est bien de le faire à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, depuis 5 ans,
C'est ça, de ce que tu nous as partagé. Donc, tu occupes la fonction de directrice marketing. Aujourd'hui, c'est quoi le marketing dans le groupe? C'est combien de personnes? Quel dispositif d'acquisition? Quand on dit dans le groupe, donc il y a Groupe Pierre et Vacances Center Park, les noms sont un peu confusants, mais le groupe Pierre et Vacances Center Park, c'est la réunion de Pierre et Vacances Center Park, Adagio, Maeva, et c'est c'est au-delà d'1 milliard de chiffre d'affaires. 12 000 personnes en Europe. Et la marque Pierre et Vacances spécifiquement, sur laquelle moi je travaille, c'est 200 sites en France et en Espagne, avec une ouverture européenne, on va en reparler. Et au niveau de mon équipe, c'est une trentaine de personnes qui travaillent sur le marketing. Donc le marketing chez nous, c'est définir la proposition de valeur, l'expérience client, et puis la déployer. Donc c'est aussi bien... travailler sur par exemple tous les programmes de rénovation de nos logements, la constitution de l'offre sur les clubs enfants quand on en a, comment est-ce qu'on calibre la restauration, les services, les activités. Donc ça, c'est vraiment marketing. Ensuite, il y a une équipe qui est dédiée à la communication. Donc classiquement, je parle de la marque, je la promeus, j'investis les médias. Et puis ça, c'est donc marketing com. Après, il y a une équipe qui est dédiée au contenu, qui à la fois crée les contenus, photos, vidéos, textes, mais aussi les administre, donc dans les deux outils, équivalent PIM et équivalent DAM. Enfin, chez nous, c'est encore des outils internes. Mais ensuite, il y a une équipe qui est dédiée au CRM, donc les clients, leur connaissance, leur activation. Et le dernier pôle, c'est le pôle e-commerce, donc digital, avec les sites marchands. Et également les espaces clients. Donc ça, c'est une trentaine de personnes. Mais après, nous, on travaille beaucoup en matriciel. Donc si je rajoute les équipes IT, les équipes acquisition qui sont mutualisées avec Center Parks, en tout, sur le sujet, on doit être une petite cinquantaine de personnes. Bon, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est toujours beaucoup quand on regarde de l'extérieur. De l'intérieur, on se dit que bon, c'est jamais assez. On n'est pas des équipes très grasses. Ouais. Mais ça va. Voilà. Okay. Et aujourd'hui, c'est quoi le principal canal de recrutement de vos clients? Alors, tu veux dire quoi par recrutement? De vente, c'est quoi le principal canal? Ils viennent, c'est quoi? C'est du bouche à oreille? C'est via la feed? C'est via Écoute, du search? nous, on a une acquisition en fait qui est très forte sur la marque. C'est une marque, Pierre et Vacances, c'est une marque qui est très connue. On navigue entre 75 et 80% de notoriété et on est considéré par une famille sur deux en France. Donc, il y a évidemment une part de trafic et de business qui est portée par la connaissance de la marque et puis évidemment tous les investissements qu'on peut faire autour de la marque. Après, on a une forte... là, je parle sur la partie digitale, mais on a une forte partie sur des recherches, un trafic qui est plutôt sur la motivation de la destination, parce que la particularité de Pierre et Vacances, c'est d'être particulièrement bien placé, en placement de première ligne toujours. Et donc, si tu cherches, week-end Normandie, dernière minute, vacances en famille, baie de Somme, etc., assez vite, tu vas nous trouver sur ton parcours. Et puis après, la dernière source de trafic, c'est évidemment le bouche à oreille et la recommandation, puisqu'on a des niveaux de satisfaction client qui sont super élevés. On a multiplié le NPS sur ces 5 dernières années. Là, le NPS, il a été multiplié quasiment par 3. On va se dire 2,5 quand même. 3, c'est un peu ambitieux là. Donc, les clients sont heureux, ils le disent, ils le font savoir. On a une moyenne là sur les 12 derniers mois de 4,5 en notes sur Google sur des séjours qui sont quand même des séjours assez chers, donc que les gens investissent émotionnellement et puis financièrement. Voilà, donc c'est comme ça que se fait le recrutement de la marque Pierre et Vacances. Ouais, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Donc toi, tu mets en un la marque, alors que le discours un peu ambiant, en tout cas moi de celui que j'ai, et peut-être qu'il est faux, mais c'est de dire comment l'item numéro 1 qui préside au choix de destination, c'est le prix. Et donc, si je déroule la pelote, moi j'aurais tendance à penser qu'il y a un faible attachement aux marques et finalement le client il va plutôt sur des comparateurs X ou Y et choisir la destination. Et en fait, toi tu dis, effectivement, ton actif très précieux, c'est ta marque. Moi, je te dis, dans la structure de notre... Je te répondais sur la structure de notre trafic et la façon dont on traque nos ventes, quoi. Dans le chemin de décision sur les vacances, le premier critère, c'est la destination. Le deuxième, c'est le prix. Et le troisième, c'est l'hébergement. Donc, mais le prix,
C'est toujours le prix, en fait. Il y a toujours le prix dans le parcours client. Et moi, je ne peux pas agir sur le budget des clients. Ils ont le budget qu'ils ont. Donc, dans le budget qu'ils ont, ils vont ensuite avoir un certain nombre de critères de décision. Là où Pierre et Vacances est super fort, c'est que nous, notre atout numéro 1, c'est une forme de sécurité. Alors, dit comme ça n'a pas l'air fun, mais dans les faits, c'est très très fort. C'est-à-dire que comme la marque est une marque historique, référente et assez nourrie en satisfaction, on choisit Pierre et Vacances parce qu'on sait qu'on n'y aura pas de stress qu'on peut avoir avec d'autres plateformes. On sait que ce sera bien placé, on sait qu'il y a des équipes, on sait que c'est bien équipé, on sait qu'il y aura quelqu'un s'il y a un problème pendant le séjour. Et ça, c'est ce qui fait le choix de la marque, en fait, et qui se retrouve ensuite dans notre structure de trafic. C'est intéressant parce que c'est vrai que moi alors je le vois, je représente personne, mais alors, quand tu as parlé d'autres plateformes, je sais pas, j'imagine à qui tu fais référence. C'est vrai que moi je vois que maintenant quand je réserve, je vais d'abord me référencer aux critères que tu as dit, mais aussi à la marque en disant je sais qu'au moins ça va être simple, ça va être s'il y a un problème, il y a une assurance, je vais avoir un service client, etc. Et il y a des acteurs, il y a Pierre et Vacances évidemment, tu en parlais tout à l'heure, qui est un acteur en pleine croissance, mais il y a d'autres, par exemple, je pense à Gîtes de France, alors, je ne sais pas si c'est un concurrent Gîtes à quel de point. France, nous on le retrouve toujours dans nos brand monitors, il est très proche de nous voilà. en association d'images et en gage de confiance en fait. C'est ça. Et c'est un acteur qui était un peu en déperdition, en perdition, me semble-t-il. Alors je ne suis pas un expert du tourisme, mais il y a peut-être 10 ans, et j'ai l'impression qu'il a aujourd'hui un nuage de confiance autour de lui qui fait que ça devient une marque plébiscitée par les Français, comme la vôtre ou d'autres. Donc, c'est très juste. C'est intéressant ce retour. Mais je ne suis pas en train de dire que dans une plateforme, tu n'auras pas un bon hébergement. L'offre, elle est escalée et elle est plutôt qualitative d'ailleurs au global du marché. La force de Pierre et Vacances, c'est qu'à chaque fois, tu es sûr d'avoir un bon emplacement, tu es sûr d'avoir le bon niveau de confort, tu es sûr d'avoir des équipes. C'est ça qui fait la force de Pierre et Vacances, c'est la garantie d'un niveau de service et d'équipement qui te permet de ne pas avoir ce fameux stress qu'on a tous vécu. Moi, j'en ai fait plein, des locations sur des Airbnb, des Abritel, etc. Il y a plein de fois où c'est super, mais ça n'empêche pas ce stress au moment où tu arrives de... Est-ce que ça va être comme sur les photos ? Est-ce que le truc va vraiment exister, etc. Ouais. Est-ce que le propriétaire habite pas jusqu'au-dessus ? Voilà, donc il y a des gens pour qui c'est pas grave et il y en a plein pour lesquels c'est un vrai sujet. Et ces gens-là, ils trouvent Pierre et Vacances sur leur chemin et c'est souvent le choix qu'ils font. En amont de la préparation de l'épisode, je t'ai demandé de renseigner les 3 défis que tu as et que Pierre et Vacances a. Donc on va les prendre un par un, puis je te demanderai effectivement de revenir dessus. Donc je les affiche. Le premier défi que tu as écrit, donc c'est une croissance à 5% par an, qui est une croissance ambitieuse. Alors je te laisse... Oui, c'est une croissance ambitieuse. Donc ce que je disais, c'est... En fait, donc, Pierre et Vacances et le groupe avec, mais on va se parler que de Pierre et Vacances maintenant. C'est une marque qui a eu de grosses difficultés, dont les difficultés sont apparues au moment du Covid, et qui, 5 ans après, a complètement réussi sa transformation sur... un leitmotiv qui est la transformation par le client. Et donc aujourd'hui, c'est une marque qui a doublé son NPS, qui est rentable, qui a avancé sur une trajectoire carbone. Aujourd'hui, on est au-delà de la limite, on est en avance sur nos objectifs, mais comme toutes les trajectoires, comme on commence par ce qu'il y a de plus simple, on verra comment ça se passe sur la suite. Mais voilà, et qui a des équipes qui sont stabilisées et plutôt heureuses d'être chez Pierre et Vacances. On a des bons niveaux d'engagement collaborateur. Ça, c'est notre point de départ. Ça correspondait à un plan stratégique qui a été délivré. Et donc, aujourd'hui, ce plan stratégique ayant été délivré, évidemment, la question naturelle, c'est qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce qui se passe après ? C'est un plan qu'on a présenté déjà sur le marché en fin d'année dernière, c'est Vision 2030. Bon, le plan précédent s'appelait Réinvention, celui-ci s'appelle Beyond Reinvention, voilà. Et donc, il se traduit sur une croissance de 5% par an. Pour nous, c'est énorme parce que ça veut dire... partir sur une logique de recrutement et d'expansion, là où on avait plutôt une culture d'optimisation de l'existant. Donc cette croissance, elle va se faire sur 3 axes. Le premier axe, il est géographique, donc c'est une croissance européenne, et c'est déjà en cours parce qu'on vient d'ouvrir là 4 résidences en Suisse. On en a déjà 3 en Italie. On discute pour ouvrir au Portugal. Là, normalement, ça devrait se confirmer dans les semaines qui viennent. Avec la marque Pierre et Vacances. Avec la marque Pierre et Vacances, et on le fait
avec un modèle en asset light, c'est-à-dire qu'on le fait avec des partenaires, soit des management contracts, soit des franchises, prises à bail, etc. On ne construit plus, ça c'est derrière nous, on prend des murs existants et on exploite. Modèle, ça, d'accord, okay. Donc premier axe, l'Europe. Deuxième axe, c'est les formats, c'est-à-dire que la résidence Pierre et Vacances, ça reste la majorité de notre stock, mais on a déjà très grosse quinzaine d'hôtels en Espagne et on a vocation à continuer à en ouvrir. Donc on n'est plus français, on est européen, on n'est plus seulement sur les résidences, on ouvre d'autres formats comme des hôtels et parfois aussi de résidences de villas privées avec piscine individuelle. Donc deuxième axe, et le troisième axe, c'est le premium. C'est-à-dire qu'on a deux offres, en fait on a deux niveaux de gamme chez Pierre et Vacances, un niveau de label sur 3-4 étoiles et puis une offre entre 4 et 5 étoiles qui est abritée sous le label premium et on a vocation à en ouvrir de plus en plus. Donc c'est comme ça que va se faire cette croissance de 5%. Je te laisse imaginer ce que ça veut dire, à la fois en termes d'investissement sur le digital, en termes de vision de notre CRM. Je l'évoquais tout à l'heure avec le programme de Feed. Comment est-ce que tu structures ta base de données et tu segmentes ta base quand tu es amené à faire beaucoup plus de recrutement et quand tu as besoin de faire circuler les clients dans beaucoup plus de stock. Voilà, donc juste pour donner deux. Et puis ensuite, en termes d'expérience client, ça nécessite un effort de discipline, de rationalisation, de travail sur nos standards pour ouvrir rapidement et efficacement avec une expérience client qui soit conforme à la promesse de la marque. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une approche groupe? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous... tu as cité les différentes marques, Adagio, Center Parcs, Pierre et Vacances, mais le etc. sens de l'histoire du groupe, là, il est à rester un groupe, mais avec des marques vraiment de plus en plus fortes et de plus en plus autonomisées. Okay. Ça ne veut pas dire indépendante, mais aujourd'hui, chaque marque maîtrise l'ensemble de ses leviers et le groupe agit comme un agrégateur pour faciliter ce qui doit être mis en commun comme l'IT, la RSE, la finance corporate, enfin voilà. Donc on s'appuie sur le groupe, mais vraiment le sens de l'histoire, il est plutôt sur l'individualisation de chaque marque. Okay. Et donc là, ce que tu me dis, donc, c'est effectivement européanisation et premiumisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grosse tendance, c'est le camping. Alors ça fait longtemps que c'est une grosse tendance, mais qui est un marché qui explose et qui lui aussi se premiumise, mais ça reste quand même du camping au sens large. Ça, c'est un territoire sur lequel vous... Alors ça, c'est un territoire qui est abrité au sein du groupe par une de nos marques, qui est Maeva, en fait, qui d'ailleurs, là, vient d'annoncer la reprise des Camping Paradis et Ushuaïa, et qui devient un très gros acteur du camping en France et en Europe. Hein. Okay, mais marche. Pierre et Vacances, c'est pas les campings, c'est résidences et hôtels. Ça marche. Le deuxième défi que tu avais mentionné, Stéphanie, tu en as un peu parlé, mais effectivement, c'est une marque européenne. Je t'ai posé la question du nom parce que Pierre et Vacances, ça fait très français. Alors moi, ça me va, mais... Je te confirme, parce que quand tu vas français, au Portugal, t'es compris, on comprend Pierre et Vacances. Oui, non, mais marque européenne, mais justement, c'est des questions qu'on s'est posées, parce que bien sûr que ce plan de croissance, on le prépare déjà depuis un certain temps. Donc là, en 2025, qui vient de s'écouler, on a fait un certain nombre d'études pour comprendre si on pouvait s'appuyer sur cette marque en Europe, et la réponse est oui, puisque notre périmètre de développement européen, il reste quand même très axé sur le tourisme de loisirs. Donc évidemment, on est beaucoup en Europe du Sud. Et finalement, le mot vacances, il est très proche en italien, en portugais, en espagnol, etc. Donc ça, c'est des marchés sur lesquels on a testé la marque. Donc la marque, elle est comprise, elle est vue comme une marque de tourisme. Elle est perçue évidemment comme française et donc comme assez haut de gamme, ce qui nous va bien, puisque ça correspond à notre plan de développement. Mais au-delà de ça, quand je dis marque européenne, donc Pierre et Vacances, on va conserver ce nom. C'est qu'est-ce qu'on doit garder comme en fait socle commun de cette marque et quelle est la partie qu'on peut localiser. Donc évidemment, on part pas de zéro parce qu'on a une 50aine de résidences et d'hôtels en Espagne. Donc on a quand même déjà une grosse part de notre activité là-bas avec des équipes déjà implantées et avec qui on travaille évidemment au quotidien. Donc si je te prends par exemple le cas de l'Espagne, bon. Les standards de marque, c'est-à-dire, alors nous on parle de marqueurs d'expérience, donc l'emplacement, le confort, le service et l'accessibilité de la localité, donc donner des conseils, accompagner nos clients à la découverte des environs de leur destination de vacances, ça se retrouve partout. Mais après, tu peux avoir des spécificités locales. Et donc typiquement en Espagne, comme on a quand même pas mal d'hôtels, on a beaucoup de clients on a beaucoup plus de clients en Espagne qui sont des jeunes couples
ou des seniors, mais dans une ambiance assez lifestyle. Et donc la marque est grimpée, on va dire, en modernité sur ces marchés-là, enfin sur un côté un peu plus lifestyle. Et notamment parce qu'on a une très grosse offre de restauration, on a beaucoup de rooftops, avec des bars qui sont ouverts sur l'extérieur. Donc la perception de marque est un peu différente. Donc c'est ça qu'on doit construire cette année. Donc déjà concrètement, là, on a ouvert un appel d'offres d'agences pour se projeter sur les 3 ans qui viennent avec la traduction donc, d'une promesse qui a été retravaillée, une nouvelle plateforme de communication et puis cette plateforme commune niveau Europe. Mais rien du tout, en fait, voilà, c'est tout. C'est ça le travail, c'est travailler la marque et travailler l'expérience client pour qu'elle soit uniforme. Enfin, uniforme. Ça, je me méfie beaucoup, mais c'est pas uniforme, mais en tout cas, c'est cohérente et persistante dans le temps et dans l'espace. Ouais, à ce micro, là, j'ai reçu il y a un mois ou deux, effectivement, le CMO d'Ornicar, qui plutôt sur la partie autoécole, qui nous parlait de sa stratégie, effectivement, d'européanisation, et en disant, lui, sa problématique, c'est de dire, est-ce que je fais du copycat? C'est-à-dire que je prends le modèle français, je le duplique à l'exact sur les marchés frontaliers, ou est-ce qu'il faut que je m'adapte? Toi, ce que tu dis, c'est que les fondamentaux, ils peuvent être repris, mais que mécaniquement, il faut quand même avoir une approche assez localisée. Ça, c'est vrai pour la marque. Pour la partie marketing pure, est-ce que ça veut dire que tes équipes vont aussi travailler, les équipes actuelles vont aussi travailler sur les marchés européens? Ou est-ce qu'il va y avoir des changements qui vont s'opérer c'est lié au 3e changement, 3e enjeu de l'année, qui est de piloter justement ce changement. Le modèle qu'on a pour l'instant, c'est une équipe marketing qui travaille donc sur la définition de la proposition de valeur et puis sur ces marqueurs d'expérience. Et ensuite, dans les pays, une adaptation avec nos partenaires. Nous, on n'est pas McDo, quoi. Donc, on reste une marque et une entreprise, une PME, quoi. Donc, on ne peut pas non plus développer une énorme machine. Et puis, en plus, ça ne nous ressemblerait pas du tout. Ce n'est pas du tout notre façon de bosser, nous. Donc, voilà. Donc, rester sur les fondamentaux et ne rien négocier sur les fondamentaux et être assez ouvert quand même à la localisation. Pour 2 raisons. D'abord, parce que ça a du sens par rapport à la clientèle locale. Et le deuxième, c'est parce qu'en fait, mais qui je suis moi à Paris pour dire au fond de l'Andalousie aux équipes en local que c'est pas comme ça qu'on fait. Enfin, je veux dire, si la satisfaction au client est au rendez-vous et que les repères de marque sont bien perçus par les clients, moi, ça me rend heureuse. J'ai pas besoin d'aller contrôler tout ce qui se passe. Et le 3e défi que tu avais noté, effectivement, c'est organisation et change. Absolument. Je te laisse embrayer là-dessus. Oui, parce que quand tu quand tu passes d'une culture de l'optimisation à une culture de la croissance, c'est pas du tout le même mindset. Quand tu passes de 2 marchés à plusieurs marchés en Europe, ça change quand même beaucoup de choses. Et donc, la conduite du changement, l'accompagnement des équipes, il est fondamental. Et puis, tout ça, on en parlait, ça se fait dans un moment où ce n'est pas la seule transformation. On a l'IA qui revisite à peu près 100% de la chaîne de valeur. On a évidemment toujours les grands défis RSE. Alors, même si l'époque, en ce moment, elle est, on va dire... à moins parler de ça, ça reste des défis essentiels et pour nous, c'est au cœur de notre stratégie et ça reste une préoccupation c'est un des 4 piliers de notre plan de développement. Donc, si tu penses que tu vas faire comme avant en plus rapide, je pense que là, on est vraiment au cœur de ce qu'on peut faire pour se planter. Donc, je suis très attentive à est-ce qu'on a la bonne orga, est-ce qu'on a les bons process, comment est-ce qu'on améliore, on est à la fois en efficacité, en compréhension, et essayer, moi, il se trouve que dans mes attributions, j'ai aussi la com interne, et je suis extrêmement convaincue et attentive sur ça, c'est qu'il faut expliquer. Moi, j'ai un mantra managérial, c'est comprendre, apprendre et s'amuser. C'est-à-dire que si je ne comprends pas à quoi ça sert, pourquoi on le fait comme ça, qu'est-ce qu'on cherche comme objectif, on n'arrivera pas à bien... c'est forcément de la déperdition d'énergie, donc comprendre où on va, apprendre, s'améliorer chaque jour, et puis le faire dans un environnement qui soit le plus léger et agréable possible pour prendre du plaisir à travailler. D'ailleurs, nous, c'est notre promesse employeur, le plaisir d'être là. Ok, c'est une belle promesse. Deux commentaires, puis après on passera sur l'IA.
ce qui est marrant, c'est que vous êtes à rebours de la moyenne des entreprises françaises. C'est-à-dire que là, tu disais, on a fait de la consolidation, puis maintenant on fait de la croissance. La vérité, c'est qu'il se passe l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant quelques années, notamment entre 2020 et 2023, grosso modo, les entreprises étaient plutôt sur une dynamique de croissance. Et là, maintenant, tout était à l'os et on est plutôt sur de la consolidation, bien structuration. Rebours, ça nous ressemble. Donc ça, pourquoi pas. En tout cas, ça correspond à l'histoire que vous avez. Et après, sur l'organisation, moi, je suis ultra d'accord. C'est-à-dire que je trouve l'enjeu aujourd'hui, il n'est pas tellement technologique finalement, alors que ça occupe nos façons de penser. C'est comment finalement on arrive à faire ruisseler cette technologie, etc. dans l'organisation. Et en fait, c'est là le point de complexité, le point de friction majeur. Et je trouve, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, c'est que on est finalement peu armé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des formations, tu l'as dit, on a tous fait un peu de marketing plus ou moins dans nos parcours, etc. L'organisation, on n'est pas préparé finalement à comment manœuvrer une organisation, comment manœuvrer, faire de la sociologie des organisations, etc. C'est des choses qui sont, je trouve que c'est un impensé absolument majeur dans les parcours académiques, dans les parcours de formation professionnelle. Et en fait, on est tous là à tester, mais en fonction d'intuitions qu'on a, ou alors des modèles qu'on a vus, qu'on essaie de dupliquer, mais il n'y a pas une science forte, en tout cas, peut-être qu'elle existe, mais en tout cas qu'elle n'est pas apprise, je trouve, globalement dans les fonctions de cadre. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'on bute aujourd'hui à faire manœuvrer effectivement des organisations sur des enjeux de transformation, de changement, d'intégration de nouvelles technos. Et justement, en parlant de nouvelles technos, en parlant d'IA, tu m'as ouvert la porte. Aujourd'hui, comment tu appréhendes cette rupture technologique ? Déjà au début, est-ce que tu as vu ça comme étant... Est-ce que tu as senti un peu que ça allait être quelque chose d'énorme ? Et comment toi tu l'appréhendes et comment vous l'appréhendez globalement, même au niveau du groupe ? Est-ce que j'ai senti que ça allait être quelque chose d'énorme ? Oui, et justement, moi je pense que j'ai fait une forme pas de rejet, mais de pas de côté. C'est-à-dire que mon obsession sur les premiers sentiments que j'ai eus avec mon premier prompt ChatGPT en décembre 22, c'est ça, quand c'est sorti en décembre. Un tout petit peu avant, je crois. Ouais. Je dirais novembre, mais oui, c'est moi, ça. C'est décembre, je me rappelle que c'était pendant les vacances de Noël. Bon, bref, c'est ça. La première question qui m'est venue, c'est mais qu'allons-nous faire de ce temps de cerveau disponible ? C'est formidable, mais qu'est-ce que ça veut dire à notre échelle d'humain de gagner autant de temps et d'aller vers autant de facilité. Bon, ça, c'est ma première réaction. 3 ans après, c'est un peu différent. Enfin, j'ai toujours cette obsession du sens, en fait. Tu vois, je te donne l'exemple des avis clients. Évidemment, dans les use cases qu'on a mis en place, répondre aux avis clients, c'est un des premiers use cases, ça fonctionne super bien, bon, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire un monde d'avis clients où tout le monde sait que c'est l'AI qui répond ? Alors qu'à la fin, c'est pour passer un séjour dans un truc physique, réel. Bon. Donc, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est prendre ce changement, ce nouveau changement, qui n'est pas le premier de mon parcours professionnel, puisque j'ai vu le digital, j'ai vu la data, voilà, donc la RSE, etc. Mais de vraiment garder, de ne pas tomber dans le piège de l'envie technologique pour vraiment aller sur de l'utilisation qui a du sens et de la rentabilité. Bon, mais une fois que j'ai dit ça, comment est-ce qu'on prend le sujet ? C'est là où le groupe, chez nous, joue tout son sens, joue tout son rôle. Niveau groupe, on a un programme de formation et d'équipement outils qui est assez ambitieux de mon point de vue et qui nous permet d'expérimenter beaucoup de choses. Ensuite, on a une organisation groupe, donc mutualisée sur l'ensemble des marques, avec à la fin finalement un backlog d'usages possibles qui passe le cap de pas mal de contrôles pour arriver à un certain nombre de POC. Donc chez nous, les POC, ils sont très très tournés vers augmenter le niveau de service. Voilà. Donc il y a celui de répondre aux avis clients. Ça fonctionne plutôt sur la partie réclamation, sur la partie avis visible. Franchement, pour l'instant, on n'a pas encore un truc canon, mais qui est beaucoup mieux que l'année dernière, mais ce n'est pas encore abouti. Là où, franchement, on a un truc qui est canon, c'est un service via WhatsApp avant l'arrivée du client, qui est branché sur... Voilà, c'est tout le sujet, qui est branché sur une base de contenu qui est ultra fiable, parce que checker vraiment site à site. Et là, effectivement, ça te donne des résultats qui sont canons, parce que tu as un agent qui te répond sur toutes les questions que tu te poses avant d'arriver.
Et finalement, avant d'arriver, c'est aussi là où se joue beaucoup de ta satisfaction. C'est-à-dire, quel est l'équipement de l'appart, les horaires de la piscine, j'arrive à 22h, est-ce que la réception sera ouverte, comment je fais pour récupérer les clés. Et donc ça fonctionne super bien. Après, les usages qu'on a aujourd'hui, nous, ils sont aussi très... c'est un parti pris qu'on a eu. Ça, c'est aussi l'avantage des boîtes qui n'ont pas beaucoup de moyens. En tout cas, qui les regardent très sérieusement. C'est qu'on a plutôt optimisé à partir des briques des éditeurs. Donc, la retouche photo, la partie SEO, évidemment, tous les outils Google sur la partie acquisition de trafic. Voilà. Donc, maintenant, tout ça... avance et joue son rôle. Je pense que là, on rentre dans la phase où il va falloir maintenant modifier le socle de travail, quoi. Donc, moi, j'ai la chance d'être à la fois sur la marque et digital. Quand tu vois à quel point il y a besoin d'aller chercher de l'autorité sur la marque dans des contenus, c'est la revanche des contenus de l'ancien monde, quoi, donc RP, médias, etc. Et au moment où justement ta marque devient une marque européenne, à quel endroit tu as envie d'aller chercher des sources qui te feront remonter dans les LLM, enfin voilà, je pense que c'est ça qu'on va beaucoup faire cette année. Et évidemment, puis le deuxième volet, c'est le volet d'efficacité et de productivité, d'accélérer. Mais ça, c'est un point commun avec toutes les boîtes, je pense. Il y a différents points sur lesquels je veux revenir qui sont intéressants. Le premier, c'est sur le lancement. Tu en as parlé, un lancement effectivement fin 2022. Moi, pendant les vacances, là, j'ai lu la bio de Sam Altman. Et en fait, il dit que quand ils ont lancé ChatGPT grand public, ils ne s'attendaient pas à cette réception. C'est-à-dire que eux, ChatGPT existait déjà. C'était une API dans laquelle les développeurs allaient taper. Mais le bloc de langage naturel conversé avec un chat, c'était quelque chose qu'ils ont fait, mais sans conviction, sans y mettre derrière un ROI quelconque. Et même eux, même lui en tout cas, il était surpris de cet engouement. Donc c'est assez marrant d'avoir cette vision a posteriori. Tu as cité l'exemple effectivement des avis clients. Je pense que c'est un bon exemple où tu dis effectivement, maintenant on utilise tous l'IA pour répondre. Mais je pense que demain, on va tous utiliser l'IA pour lire ces avis clients. Tu vois, c'est-à-dire que moi je vois personnellement, c'est vrai que je demande que penses-tu de Pierre et Vacances, par exemple, machin, et je vais plus prendre le temps effectivement de lire avis par avis. Donc bon, moi ça me semble être un deal plutôt honnête entre deux IA qui vont... il faut que cet avis... moi je te parle pas des avis, je te parle des réponses aux avis. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on répond aux avis? Pour montrer la considération qu'on a pour le client et l'importance pour nous qu'il ait réussi ses vacances. Donc, si la réponse est toujours apportée par on sait que les réponses sont apportées par une machine, est-ce que moi, en tant que client, ça me crédibilise l'expérience que je vais avoir? Évidemment que à la fin, on va le faire comme ça, c'est sûr. Mais dans le contenu, il me semble très important que tu vois, il n'y a rien de pire que d'ailleurs, aujourd'hui, tu t'en tapes des tonnes, des comme ça. Merci d'avoir partagé votre avis, Jérémy. La satisfaction client est au cœur de nos préoccupations. Tu viens de dire que la piscine était fermée, que ton gosse s'est abîmé les pieds sur je sais pas quoi, et on te répond merci pour avoir dit que l'emplacement était positif. Mais c'est naze. Mais tu as des services clients humains qui font aussi ce genre de réponse. Bah oui, alors là, vraiment, il faut changer les humains. Ce qui est pas bon, je pense, c'est ça. Mais t'as raison, mais ce qui est pas bon, c'est pas l'IA. Il faut changer le sens. C'est le modèle de données derrière l'IA. C'est-à-dire que si tu branches ton IA avec ton CRM où tu as toutes les informations, elle peut te faire une proposition de réponse qui soit personnalisée. Absolument. D'où, c'est pour ça que je disais que la force de notre service là, qui est délivré via WhatsApp pour les clients avant séjour, elle vient du fait que la base de contenu est absolument nickel. Ouais, voilà. Et donc, ça remet aussi la data et le sujet des bases de contenu au cœur. Ça, tout le monde le sait. Mais... Et après, moi, ma grande théorie, alors je sais que je suis minoritaire, mais je continue à penser que je suis dans le bon, c'est on dit beaucoup, il faut écrire pour les humains. C'est-à-dire que dans les métiers du search, du SEO, des fois, on écrit plus pour les robots que pour les humains, et la doxa, en tout cas le discours acceptable, c'est de dire non, il faut écrire pour les humains. La vérité, c'est que les humains lisent de moins en moins. C'est-à-dire que, moi, je sais pas toi, mais si je vais réserver mon voyage, honnêtement, je vais pas lire, je vais juste voir le prix, les dates, 2 avis, et je vais pas aller beaucoup plus loin. Et donc, je pense que c'est un peu intuitif, mais il faut quand même se dire, il faut écrire pour les robots. Ça plaît pas, moi ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux faire comme métier, mais je pense que factuellement, ce qui génère le meilleur ROI ou la meilleure efficacité, c'est d'écrire pour les robots, parce que les robots ce sont les seuls
individus au sens large qui vont lire, eux, 100% de ton contenu. Ils vont les lire, ils vont le scanner, et ils vont le restituer. Alors, c'est vrai pour Google, puis ça va être encore plus vrai pour les moteurs IA. Et nous, je pense que de plus en plus, on va lire des résumés, finalement. On va lire des résumés ou des restitutions. Il faut écrire pour les robots pour qu'ils puissent écrire pour les humains. C'est du B2B2C ou du... voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, voilà, on verra si l'histoire me donne raison ou pas, mais je pense que c'est quand même ce qui est sûr, c'est que la certitude serait de l'ordre de la faute grave, quoi. Tu vois, c'est un truc que j'avais dit d'ailleurs au moment de ma prise de poste pendant le Covid, c'est que tout ce que tu savais n'existe plus. Donc, repartir avec cette idée qu'on sait, parce qu'on a vu, en fait, je pense que c'est ça le piège, c'est de surtout pas avoir de trop fortes certitudes et d'être humble et apprenant face à ça, comme au reste d'ailleurs, mais particulièrement face à ça. Et après, tu as dit une chose intéressante sur l'IA. Tu as dit, mais on utilise beaucoup aussi l'IA de nos partenaires ou des éditeurs ou des outils. Et ça, c'est très vrai. Il y a une étude marché qui est mise à jour chaque année, qui s'appelle State of Martech. Moi, j'ai chroniqué dans la réclame, justement, et qui te dit il y a trois couches sur l'IA. Il y a l'IA des outils, qui est la couche aujourd'hui la plus développée, et que c'est là-dessus que les agences et annonceurs se sont jetés. Parce que c'est la plus facile, parce que le travail, finalement, de R&D, il est fait par d'autres. Mais là où la valeur réside, ça va être l'IA fait par les boîtes directement. Et c'est notamment utiliser des modèles qui existent comme ChatGPT, mais on les intègre, on les alimente avec notre propre corpus de données, on utilise des MCP, donc c'est des fameux connecteurs pour brancher différents applicatifs, etc. Et ça, c'est des choses, alors peut-être que vous êtes avancé là-dessus, mais que honnêtement, le marché, moi je vois que les clients que j'échange, il est, pas mature, n'a surtout pas envie de franchir le Rubicon, parce que d'ailleurs, il y a des problématiques réglementaires, de propriété de données, de monter en compétences, de créer une équipe, ou en tout cas d'investissements qui sont beaucoup plus importants. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas prêt, et je ne suis pas certain qu'en 2026, on franchisse le pas. Et deuxième point, c'est que je pense qu'on va quand même être encore dans une bulle autour de l'IA, c'est-à-dire que tu as parlé d'efficacité. Moi, j'ai l'impression que c'est une discipline sur laquelle il y a encore un blanc-seing, c'est-à-dire que les boîtes disent « Ok, vous pouvez continuer à tester, à biduer de votre côté, je ne vais pas attendre un ROI tout de suite, c'est pas grave si vous prenez un peu de temps. » Peut-être que toi, c'est différent là-dessus. Non, mais en fait, je pense qu'il ne faut pas se faire piéger par notre super pragmatisme. C'est-à-dire que de dire ah oui, mais il faut un use case. Enfin, il faut un équilibre entre mettre, je dirais, 70% de l'effort sur des use cases qui ont du sens pour notre business et pour le client. Mais ça peut être aussi à l'interne, tu vois. Et en même temps, garder une part d'expérimentation et d'exploration. Mais moi, ça me rappelle un peu les sujets sur la data, quand le début de la data science, où tout le monde voulait faire son algo. Mais en fait, il n'y a rien qui fonctionne mieux que l'algorithme Content Square pour analyser ton site. Donc, tu peux t'amuser, essayer de faire mieux. Mais si tu veux analyser un parcours client, Content Square, ils font ça mieux que toi, parce qu'ils sont plus gros, etc. Enfin, voilà. C'est leur métier, quoi. Donc, voilà. Mais oui, exactement. Donc, en même temps, il ne faut pas se dire du jour au lendemain, ah ben non, mais moi, je vais le faire tout seul, quoi. Donc, j'aime bien cet équilibre entre quand même avoir, et c'est ce qu'on fait au niveau de, là, pour le coup, du groupe de Pierre et Vacances Center Parcs, vraiment ce côté exploratoire, de se donner la chance d'aller chercher, de monter en compétences, de regarder comment aussi tel développeur est le plus à l'aise que celui-là pour partir demain sur des compétences différentes. Et en même temps, mettre beaucoup d'argent sur des trucs qui, quand même, ont de l'efficacité, quoi. D'où le fait d'avoir commencé avec les briques des éditeurs, et puis ensuite de commencer à travailler maintenant, nous, sur nos propres expérimentations propriétaires. Bon, ça n'appelle au pragmatisme, auquel je ne suis pas insensible, comme tu le sais. Et justement, on va passer à la dernière partie, qui est la partie l'effet boule de neige. Voilà, c'est est-ce que tu as un ou deux hacks à nous partager, ou pour le minimum d'effort, finalement, on arrive à générer de la valeur J'en ai deux. Et qui sont alors vraiment les deux marques de fabrique de Pierre et Vacances. Je pense que... je reviens sur l'observation client. On en parlait au début, mais moi, il y a un truc qu'on active quand même de façon régulière. Nous, c'est les ethnos. C'est vraiment d'aller chercher, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui avec
l'ensemble des accélérations qu'on connaît, c'est d'aller chercher de l'observation intime des clients. Et donc l'ethno, par exemple, dans le tourisme, ça consiste à aller faire des entretiens de 5-6 heures avec un client, regarder ses photos de vacances, l'écouter sur ce qui lui reste 12-18 mois après ses vacances comme sentiment, pour comprendre vraiment ce trigger émotionnel qui existe ensuite dans les relations à la marque. Nous, on en fait pas mal. Et ça permet après de rester aussi cohérent sur les parcours clients. Je te raconte un truc là. Aux vacances de Noël, on a loué une voiture électrique. Moi, j'étais complètement excitée parce que je me suis dit que c'était vachement bien, parce que ça allait nous permettre de comprendre. Enfin, je sais pas, j'étais vachement contente de ça. Mais la catastrophe du parcours. Les outils, les tableaux de bord te racontent une autonomie qui change tous les kilomètres, ce qui est pas du tout anxiogène parce que tu te dis je suis sur l'autoroute, dans 2 minutes je tombe en panne. Les bornes, tu comprends rien, tu peux pas y accéder s'il n'y a pas d'abonnement. Enfin, tu vois bien que le parcours client dans le détail n'a pas été vu. T'arrives stressé au début de tes vacances, quoi, une fois que t'as fait ce parcours. Il en faut plus que ça pour me stresser, mais c'était quand même assez étonnant de non-anticipation de parcours, quoi. Voilà, donc je pense qu'il faut pas perdre de vue ça, et que la façon dont le font les ethnos sur les clients, c'est pas si coûteux que ça, enfin franchement, et ça a une efficacité absolument incroyable. Et le deuxième hack, et je peux pas ne pas le dire quand je bosse chez Pierre et Vacances, et encore plus en face de toi, c'est le bon sens. Mais vraiment, nous, on a retourné une boîte qui perdait de l'argent, qui était dispersée, qui était compliquée en exploitation, avec le prisme du client et du bon sens. Et surtout, je dirais presque... c'est un bon sens aussi un peu pingre, c'est-à-dire... tout ce que je peux faire sans dépenser d'argent, je le fais avant tout le reste. Et souvent, en fait, le reste n'arrive pas parce que c'était suffisant. Et je trouve que, observer les clients et garder du bon sens, surtout dans un monde qui accélère à fond, et pour le meilleur, parce que je suis sûre qu'on va avoir... c'est canon, tout ce qui se passe. Gardons ces deux garde-fous-là et je suis assez confiante, c'est plutôt une bonne recette, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, je m'inscris assez dans tes deux recommandations. Je vais donner un exemple. Là, en ce moment, on fait un peu une revue des outils qu'on utilise. Et je pense que chez les annonceurs, c'est pareil, il y a des pléthores d'outils. Nous, on a tout nettoyé. Et voilà, et en fait, on se rend compte que sans impacter l'efficacité opérationnelle, la qualité de ce qu'on produit, on va réussir à économiser à peu près 30% de coûts d'outils parce que c'est des outils qui sont soit pas utilisés, soit dont on a oublié l'existence, mais qui sont quand même facturés tous les mois, ou soit qui sont doublés par un autre outil. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui font à peu près la même chose, grosso modo. Il y a du recouvrement. C'est un gros travail qu'on a fait après le Covid. Ouais. On a revu tous nos outils, on a fait sauter énormément. Et c'est aussi un travail qu'on fait avec les ressources. Tu vois, typiquement, sur la data. Moi, je pense que j'ai un backlog d'études et d'analyses pour les 2 ans qui viennent. Pour autant, est-ce qu'il faut embaucher 2 fois plus de data analystes pour les faire? Je suis pas sûre, parce qu'en fait, le learning, c'est canon, mais il faut avoir aussi derrière les moyens de l'activer concrètement dans les parcours clients. Donc, ça vaut sur les outils, et je pense que ça vaut aussi sur les ressources internes. Très bien. Pour finir, peut-être, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être des choses qui t'inspirent? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des livres, des œuvres qui t'inspirent dans ton parcours pro, notamment? Écoute, je vais faire une réponse à côté de ta question. Je t'en prie. Ce week-end, j'ai vu une expo canon, qui est l'expo Bilal Hamdad, il s'appelle. C'est un peintre ultra réaliste qui est exposé au Petit Palais. Et l'accrochage de l'expo, elle est dans les œuvres, dans les collections permanentes. Et en fait, je me suis dit que c'était une bonne leçon pour le boulot, et notamment avec toutes ces révolutions techno là qu'on adresse en ce moment, parce qu'en fait cet accrochage de très grande modernité mis face à une œuvre historique, plus de la collection permanente, elle te fait regarder différemment le passé et ce que tu as déjà réalisé et ce que tu en gardes, ou ce que tu considérais finalement plus utile, quoi. Et je me suis dit, dans notre boulot, c'est pas idiot, ça, de venir mettre une très forte rupture disruptive, mais dans un univers un peu historique, pour faire la synthèse du meilleur des 2 mondes. Voilà, donc c'est peut-être pas la réponse que tu attendais. Ça résume bien. C'est vrai que moi, j'ai l'impression de me lever tous les jours en lisant des choses qui parlent de révolution, de game changer, de rupture, alors qu'en fait, fondamentalement, effectivement, là, il y a une rupture, mais on voit bien que empiriquement, ça reste
mon métier, moi, il n'a pas changé du tout au tout. C'est-à-dire qu'il évolue, mais comme le tien, comme le nôtre. Mais en fait, c'est des ruptures quand même sur du temps long. Je pense à l'IA, l'impact sur l'emploi de l'IA, ce qui se dit, a priori, c'est que ça va avoir un impact à horizon 10 ans. Donc c'est à la fois très court, mais c'est très long. Et donc on aura le temps effectivement d'évoluer. Il y a un autre exemple, c'est la crise. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que depuis que je suis en âge de raisonner, je vis dans une crise perpétuelle, c'est toujours la crise. Et chaque année on dit c'est la crise, ça va être compliqué. Si c'est la crise tous les ans, c'est que c'est un état assez stationnaire finalement. Donc j'aime bien ton image effectivement d'expo. Ouais. Super, merci Stéphanie, j'espère que ça t'a plu. Merci Jérémy, super échange comme d'habitude. Parfait, voilà, j'espère que également ça vous a plu à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir.